On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit un horticulteur qui a fondé sa propre entreprise, Les Paysages Guillaume. Mais d'abord, elle est en affaires depuis 3 ans dans le monde de la mode. Elle a même ouvert une deuxième succursale à Saint-Hyacinthe. Et dans le cas de Saint-Jean, elle vient de quintupler son espace. Et je parle ici de Cubic Boutique. Vous connaissez mon amour pour le centre-ville et le vieux Saint-Jean. Il s'est beaucoup transformé et beaucoup amélioré ces dernières années. C'est sûr que si on remonte à une époque, il y a 30 ou 40 ans, il y avait beaucoup de boutiques et de boutiques de vêtements et de chaussures. Or, dans les dernières années, il n'y en avait pas beaucoup. Et puis là, il y a eu, comme ces dernières années, une renaissance de boutiques de vêtements, principalement pour femmes, quoique là, les hommes également seront peut-être un peu desservis. Et même dans certains cas, c'est intéressant de voir que la croissance de l'entreprise force parfois les propriétaires, les entrepreneurs à avoir un peu plus grand. C'est le cas de Cubic Boutique, qui avait pignon sur rue ici dans le Vieux-Saint-Jean depuis quelques années, qui déménage pour avoir une superficie 5 fois plus grande dans l'ancienne librairie du Richelieu ou l'ancienne galerie Art Action actuelle. Avec nous pour en parler, sa propriétaire Bianca Savoie. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir. Cubic Boutique, qui était tout juste ici, là à côté, existait déjà depuis combien de temps? Existait depuis le 8 mars, il y a 3 ans. Donc, j'ouvre mon extension, mon agrandissement le 8 mars, qui va être l'anniversaire de la 3e année de mon entreprise. OK. Donc, 3 ans de fait, oui. Dans une petite boutique avec une superficie qui était quand même assez modeste. Oui. Là arrive évidemment l'opportunité, la fermeture de la galerie d'art Action actuelle. Et là, comment les choses se sont passées? Parce qu'entre-temps, tu as aussi ouvert une boutique à Saint-Hyacinthe, on y reviendra tantôt, mais les choses se bousculent quand même assez rapidement. On est dans le monde du vêtement, puis comme je le disais en introduction, il fut un temps où il y avait beaucoup de boutiques de vêtements, puis à un certain moment, il n'y en avait plus, puis tout était rendu au Carrefour Richelieu, ou presque. Donc, qu'est-ce qui fait que le vêtement, ça marche dans le centre-ville? Qu'est-ce qui fait que là, on décide d'agrandir? Je pense qu'initialement, il y a eu, il y a quelques années, la mode du centre commercial qui est arrivée. Donc, les gens connaissaient l'achat local et a fait « Oh mon Dieu, un centre commercial, c'est donc bien le fun, tout à la même place ». Donc, les gens se sont dirigés vers les centres commerciaux. Et là, depuis quelques années, du moins depuis que j'ai ouvert, j'ai noté une grande différence au fait que les gens sont un petit peu tannés des grandes surfaces, puis préfèrent avoir un service personnalisé, puis sont plus conscients de l'achat local. Ça explique que ça s'est... j'ai ouvert dans 1000 pieds carrés, puis maintenant, ça va être 5000 pieds carrés, là. Oui. Et qu'est-ce qui fait que tu fais le choix aujourd'hui d'agrandir et de le faire maintenant? Il y a premièrement l'opportunité d'un local, du fait que dans le centre-ville, moi c'est important de rester au centre-ville, c'était prioritaire. L'option des locaux de cette superficie-là, il n'y en a pas beaucoup. Donc, quand j'ai eu peut-être une fenêtre d'avoir ce local-là, j'ai décidé d'aller vers l'agrandissement. C'est sûr que moi, jour 1, quand j'ai ouvert, j'avais déjà en tête d'ouvrir homme. Mon étude de marché était déjà faite, puis je disais déjà à tout le monde dans toutes les presses de ce monde que j'allais un jour avoir homme, boutique homme. Donc, du fait de comment est créé le local, j'avais l'opportunité de faire tout de suite les deux. Donc, c'était dans mes plans d'agrandir depuis 1 an, mais pas à n'importe quel prix. Puis, bien là, de là est venu... OK, quand même. C'est plus plein de petites choses qui se sont cumulées qui ont fait que j'ai eu l'opportunité de le faire. Mais est-ce que l'opportunité du local a bousculé la décision? Non, du tout. Ça faisait déjà 1 an que c'était sur la planche, à me dire, OK, mon local n'est pas suffisant au niveau de la superficie, on doit déménager. Mais c'était pas à tout prix, là. Je ne serais pas déménagée pour échanger 4,25 sous pour $1. C'était vraiment chercher la bonne place, le bon emplacement. Et c'est quoi le bon filon? Parce que moi, je le vois dans mon entourage, des femmes qui disent « Hey, on s'en va au centre-ville, on va arrêter chez Cubic ». Donc, vraiment, il s'est bâti une clientèle, il s'est créé une clientèle qui revient, qui dit « Oui, on va aller faire un tour, il y a un spécial en fin de semaine, ou il y a une liquidation, je ne sais trop, il y a les nouveautés qui sont sorties ». Donc, on a créé comme une rétention de cette clientèle-là. Donc, la clientèle, elle s'est bâtie, mais elle revient aussi. Je pense que c'est notre service qu'on offre qui crée une différence. J'ai pas une très bonne mémoire au niveau des noms, mais j'ai une très bonne mémoire au niveau des achats. Donc, souvent, la cliente, elle va venir. Je ne vais pas nécessairement toujours me souvenir de son nom, mais je vais me souvenir de toute sa garde-robe qu'elle a achetée si elle a acheté dans ma boutique depuis jour 1. Donc, on n'est pas là pour faire 100 dépenser la cliente. C'est sûr que ça risque que c'est notre gagne-pain. Mais si c'est pas nécessaire, on va pas le faire. Si c'est pas beau, on va le dire. On va bien le dire, mais on va le dire. Donc, ça crée un lien de confiance. Puis, en 3 ans, bien, j'ai vu des gens tomber en couple, avoir un enfant. Certains ils se sont mariés.
Donc, on dirait qu'on développe un lien d'amitié, un lien professionnel, mais qui fait que le lien est fort entre nous et notre cliente. Et dans la mode féminine, en quoi les produits offerts chez vous sont différents ou abordables ou très mode, tendance? Qu'est-ce qui fait que ces produits-là fonctionnent et que les femmes veulent acheter ça? Ça, c'est un petit travail dans le côté noir de la Ouais. chose. C'est moi qui est toujours en train de travailler à avoir une nouvelle tendance. Qu'est-ce qui est tendance aux États-Unis qui va venir au Québec ou au Canada? Qu'est-ce qui est tendance en France ou en Italie? Puis de me dire, OK, dans combien de temps ça va se rendre à Saint-Jean ou à Montréal? Est-ce que la cliente va y aller? Ouais. Est-ce que la cliente va l'essayer? Donc, c'est vraiment d'étudier le marché intérieur de Montréal. C'est sûr que la tendance qu'on voit présentement à Montréal se transpose en région avec quelques délais quand même. Donc, souvent, on a peut-être 1 mois ou 2 mois avant que ça devienne plus connu en région. Fait que des fois, j'ai juste besoin de regarder à Montréal ce qui se passe présentement, puis je suis capable de dire, OK, ça va se rendre ici. Bon, tu disais tantôt que c'était dans ton intention d'offrir éventuellement aussi des vêtements pour les hommes, mais dans l'ancien local, c'était probablement trop petit parce que là, il n'y aurait pas eu assez de présentoirs pour avoir vraiment une offre intéressante. Là, évidemment, avec 5000 pieds carrés, donc 5 fois plus grand, là, tu as l'espace maintenant pour le faire. Ça aussi, dans le centre-ville, je ne me rappelle pas la dernière fois, il y a déjà eu là, de la mode masculine, mais ça fait très longtemps qu'il n'y en a plus. Là. Oui. Donc là, c'est vraiment une offre nouvelle là, pour le Vieux-Saint-Jean. Oui, c'est quelque chose de nouveau. On y va à 2 pieds joints, on saute, puis on va voir qu'est-ce que ça va donner, mais je suis vraiment confiante. Pour l'avoir étudié longuement, déjà depuis 3 ans, je suis capable de savoir le marché s'en va où. Puis, ben l'avantage en ayant la femme déjà en boutique, bien souvent, elle va traîner son chum ou son mari. Fait que, veut pas, on va essayer de convertir l'homme aussi. Ou bien rien de mieux qu'une femme qui tombe en amour avec un produit puis qui l'achète à son chum. Parce qu'il y en a bien qui ne magasinent pas puis que c'est leur femme qui les habille de A à Z. Là. Et qu'est-ce qu'on va offrir du côté homme? On va offrir au niveau de la gamme du prêt-à-porter, tendance, mais pour tous les âges. Un peu à l'image de Cubic Femme présentement, mais au niveau de l'homme. Donc, je veux habiller le jeune garçon de 19 ans qui a un look un peu plus street, qu'on va appeler de rue, plus décontracté, moins chic. Puis de l'homme plus mature qui nécessite de mettre, bien, comme toi, là, un veston, une chemise, un beau pantalon, sans être trop, mais être bien habillé. Puis le tout dans un prix intéressant. Donc, on ne va pas dans le 200, 300, 400 $. On reste vraiment abordable sans jamais négliger la qualité. C'est ce qui est important. Là, d'ailleurs, aujourd'hui, je porte fièrement mes nouveaux pantalons. Parce que là, vous avez fait une vente privée aussi pour vos clients. Là, oui, on a fait un VIP. Jours. Oui, on a fait un VIP sur invitation. Puis, ça a bien fonctionné? Oui, très bien. Et il nous reste une journée, là, ce soir, après mon entrevue, et une autre journée, puis par la suite, c'est les ouvertures. Bon, donc, ouverture officielle ce vendredi, 8 mars, officiellement, au grand public, là, avec les heures d'ouverture et tout ça. Donc là, vous allez, donc suite à la vente privée, la vente VIP, là, vous allez comme refaire un peu le magasin. Puis là, vous allez comme renflouer aussi les tablettes et tout ça. Oui, on n'a pas le choix. On a dû refaire des commandes. Les ventes ont été excellentes, ce qui prouve qu'on était dans le bon... on a bien ciblé autant notre homme que notre femme. Et, donc, on a renfloué les coffres de vêtements aujourd'hui. Donc, on refait la mise en marché jeudi. Donc, jeudi, évidemment, on n'est pas ouvert. C'est notre dernière vraie journée de métamorphose. Et vendredi, 10h, ouverture officielle, oui. Donc, ça, c'est la nouvelle aventure avec le nouveau plancher et tout ça, là. Oui, c'est pas juste... tu sais, là, vous voyez beaucoup le côté boutique, mais c'est aussi au niveau de la logistique. Souvent, on faisait nos photos pour notre web le lundi fermé, on tassait des racks, on descendait un fond. C'était un peu improvisé. Là, on a un espace pour la photo. J'ai maintenant un espace bureau. On a un arrière-boutique adéquat pour le stock. Donc, c'est aussi la logistique qui devenait problématique, où l'on règle tous les problèmes de logistique. Bon. Puis là aussi, dans la dernière année, là, vous avez aussi ouvert une autre boutique du côté de Saint-Hyacinthe, dans le centre-ville, le vieux Saint-Hyacinthe. Comment ça fonctionne là-bas? Quelle est la réponse? La réponse est très bonne. En 3 ans, j'ai ouvert à chaque année une boutique. Donc, ça en fait pas mal. Mais non, ça va super bien. La réponse est bonne. Le client de Saint-Hyacinthe est clairement différent du client de Saint-Jean. Ah oui? Quoi? Sont un peu moins visés sur l'achat local. Donc, on a un peu plus de travail à faire là, pour conscientiser peut-être que c'est important d'encourager les PME. Mais une fois qu'on a fidélisé notre cliente, là, elle est plus que fidèle. Et Saint-Hyacinthe, c'est beaucoup plus bouche-à-oreille que Saint-Jean. Puis ça m'a étonné parce que Saint-Jean, c'était déjà à très grande échelle un très bon bouche-à-oreille.
Mais les ventes sont excellentes. Le centre-ville est magnifique Oui, aussi. très, très beau. Ouais. Les commerçants s'entraident. Je vois une similarité dans les deux centres-villes. Mais non, ça va vraiment bien. Je suis très, très contente. Mais là, on a un 2000 pieds carrés et c'est suffisant. Mais là, c'est ça. L'autre question, c'est comment on fait comme entrepreneur? Parce que là, on gère beaucoup de projets. Là. Une nouvelle boutique qui est là depuis 3 ans. Là, on agrandit, on quintuple l'espace. Une autre boutique du côté de Saint-Hyacinthe. Est-ce qu'il y a un danger de s'éparpiller? C'est dans l'organisation. Le secret, c'est l'organisation? Oui, le secret, c'est de s'entourer des personnes meilleures que nous-mêmes, je crois. Donc, d'avoir des bonnes gérantes, d'avoir des bonnes employés, de les rendre imputables, qui comprennent leur importance dans l'entreprise, puis qui comprennent que chaque personne apporte quelque chose. Puis c'est pas parce que tu es temps partiel que tu n'es pas important, rend les choses plus faciles. Et là, toi, tu fais la navette? Oui. Oui, oui, je fais la navette. Je me C'est promène quand entre même les une deux. heure de distance ou à peu près, là? Oui, 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 je fais la navette. Tout dépendant de la journée, là, tout dépendant de l'horaire, mais je me promène entre les deux. Mais ça se fait bien, puis ça permet de gérer plein de dossiers au téléphone pendant qu'on est sur la route. C'est pratique. Oui. Parce que là, 2 boutiques, la vie familiale, les enfants aussi. Oui. Bref, il faut dormir un peu. Oui. Pas trop ces temps-ci. Non, très peu ces temps-ci. Puis là, c'est quoi l'autre projet? C'est une 3e boutique? C'est oui. quoi le plan de match? Oui, une 3e boutique en vue. C'est pas pour tout de suite, c'est dans une autre ville, c'est dans un autre centre-ville, mais c'est moyen terme, 2 ans. C'est moyen terme, 2 ans? 2 ans. Mais là, nous, on offre le stylisme, puis on l'a pas mis beaucoup de l'avant. Ouais. Donc là, c'est ce qu'on va mettre de l'avant là, prochainement. Oui, le stylisme. À domicile. À domicile, en plus? Oui, oui, on fait des analyses de garde-robe, du mélange de garde-robe, on fait du pré-magasinage pour les candidats ou candidates qui n'ont pas le temps d'aller magasiner. Oui, c'est ça. Tu On faisais met ça quoi de l'avant. avant l'aventure de Cubic? Je travaillais dans des boutiques, dans des chaînes. Oui. J'étais gérante pendant 6 ans chez Groupe Dynamite, puis j'étais 2 ans pour Vero Moda Jack & Jones. Et comment on passe de gérante de boutique à propriétaire de sa boutique ou de ses boutiques? C'est une bonne On se question. lève un matin puis on se dit, là, c'est fini, ça va être moi le patron. Bien, je pense que c'est après avoir eu des enfants, tu te dis, mon Dieu, Ouais. est-ce que je vais recommencer ça ou tu recommences toujours au bas de l'échelle? Puis j'ai une qualité, mais ça peut être aussi un défaut, tout dépendant où on se trouve, mais que j'ai beaucoup d'ambition. Fait que quand j'étais en boutique, on dirait que ça me semblait jamais suffisant de dire, je vais être gérante, mais OK, je vais être superviseur, OK, je vais être directrice des ventes, OK, je vais... Donc, un moment donné, j'ai juste dit, bon, bien, ça suffit, je vais juste m'ouvrir ma boutique, puis je vais faire comme j'ai toujours fait, travailler comme si c'était le mien, mais ça va être le mien. Et comment on vit avec le risque d'être un entrepreneur? Parce que c'est un peu ça, là, on assume tous les risques. Hein? Oui. Comment on vit avec ça? Au début, c'est une période d'apprentissage, le stress, l'angoisse, de bien apprendre à calculer pour s'assurer que quand il y a une période plus creuse, l'entreprise ne ferme pas. C'est d'essayer de préparer tous les tableaux possibles, puis dans la mesure où il arrive quelque chose, on joue sur l'autre ou on essaie de moduler pour qu'il y ait le moins possible de risques. Et là, 3 ans plus tard, le résultat est au rendez-vous? Ah oui, mon Dieu, du moins pour l'instant, oui, je suis très, très satisfaite, je suis vraiment contente. J'ai hâte d'avoir mon premier week-end. Ça sent bien. Oui, j'ai hâte de voir si le public va être au rendez-vous, mais c'est un stress, on dirait. Hein? On dirait qu'on se dit, ça va marcher, ça va marcher. Puis la minute que tu arrives à le verser, tu fais, mais d'un coup que ça ne fonctionne pas. Là, mais... il y a le nouveau pont aussi qui va ouvrir ce printemps. Éventuellement, il va y avoir quand même des gros travaux sur la rue Richelieu. Est-ce que ça t'inquiète, ça? Non, parce que j'ai déjà l'option d'entrée extérieure par l'arrière de la boutique. Okay. Donc, j'ai déjà prévu que si ça devient inaccessible par l'avant ou du moins plus périlleux, on va entrer par l'arrière. OK. Donc, j'ai prévu ça, oui, non. Puis, j'ai les ventes en ligne. À la limite, je vais aller livrer chez les gens s'il faut. Mais on va s'arranger pour pas que ça nous impacte. Tu n'as pas trop d'inquiétude par rapport à ça, puis tu te prépares. Évidemment, on sait que ça va être un dur moment à passer pour tout le monde. Là. Oui, 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 oui. Même nous aussi, pour les gens qui viennent au studio. Oui, là, oui. On va avoir peut-être des planches de bois en avant, on ne sait pas. Qui sait, on va peut-être demander aux gens de rentrer par l'arrière, nous aussi. Mais c'est le processus qu'on doit avoir pour avoir un beau centre-ville. Tout à fait. Donc, ça va avec. Bien, Bianca, merci beaucoup. Félicitations. Bonne chance pour la suite. Puis on invite les gens, donc, à partir de demain, vendredi, ouverture officielle de Cubic Boutique, déménagement, donc au 191 de la rue Richelieu, l'ancienne librairie Richelieu. Et à ce moment-là, bien sûr, vous aurez 5 fois plus d'espace pour magasiner, avec l'espace pour hommes maintenant aussi. Merci. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle d'aménagement paysager. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge
Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle des forts de Chambly. Oui, avec coach Jean-Daniel Saint-Martin et Monsieur le Président Marc-André Houle. Voilà. Et on voulait encore s'entretenir avec Robert Kraft, mais il était toujours pas disponible, François. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. L'hiver se termine, le printemps arrive et qui dit printemps dit aménagement paysager, conseil horticole. Ben oui, on va retomber là-dedans à vouloir avoir évidemment de beaux gazons, de belles plates-bandes, de beaux arbustes et tout ça. Bref, c'est le moment de la saison et dans la région, on est quand même gâtés. Il y a plusieurs entreprises qui sont vouées à ça et aujourd'hui, et comme on le fait aussi fréquemment à l'émission, on vous fait découvrir des gens qui sont membres du regroupement des travailleurs autonomes du Haut-Richelieu. Et à chaque mois, le regroupement nomme l'un de ses membres comme étant le membre du mois. Il a même d'ailleurs prononcé une conférence devant ses collègues, devant ses pairs, pas plus tard que ce matin. Il s'agit de Guillaume Jutras. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes dans le monde de l'horticulture, le monde de l'aménagement paysager? J'ai terminé mes études à l'ITA en 2001, donc ça fait 18 ans. Bon, qu'est-ce qui vous Cette a année. amené vers ça? Ben, Quand on a à faire un choix, à un moment donné, on sort de l'école et on se dit, OK, pourquoi vous avez choisi ça? Disons que quand j'ai eu un parcours scolaire particulier, j'ai passé par bac en histoire, après ça un certificat en archivistique. Wow. Puis comme le certificat en archivistique m'a déplu assez beaucoup, je trouvais ça beaucoup très, très théorique. Et je voulais vraiment faire de quoi de pratique. Puis j'ai réfléchi à un moment donné, puis j'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais? Puis j'ai été élevé dans la nature et tout, à la campagne. Donc j'ai décidé de tenter ma chance en horticulture comme telle. J'ai pas une raison Êtes-vous ce qu'on passionnelle. appelle un intello manuel? Parce que ça arrive souvent. Moi, je connais beaucoup de gens dans mon entourage qui ont des profils universitaires. Puis je ne sais pas trop pourquoi, mais finalement, ils se ramassent que ça ne lui tentait pas d'être assis en arrière d'un bureau toute une vie. Puis que finalement, ils sont habiles de leurs mains. Puis ils veulent travailler de leurs mains. Ils veulent travailler à l'extérieur. Ils veulent... Ça ressemble à ça. C'est pas mal ça, hein? Oui, parce que je fais des lectures, puis en même temps, je travaille pendant 8 mois à l'extérieur. Mais pendant longtemps, j'ai fait plus au niveau du service à la clientèle, un peu plus. Ouais. Puis depuis un certain nombre d'années, là, j'ai repris beaucoup plus au niveau de l'aménagement, surtout de l'entretien aussi. Donc j'ai repris la piqûre. C'est revenu assez aisément, en fait. Je dirais que ça... Aussitôt que j'ai eu une petite expérience d'à peu près en 2008-2009, je me souviens plus, à temps partiel, ça a fait pouf! Tiens, mon Dieu, c'est revenu. Là, au fil du temps, vous avez travaillé, comme on dit, pour les autres avant de fonder votre propre entreprise. Qu'est-ce qui vous a mené vers ça? C'est des opportunités? C'est un concours de circonstances? C'est pas mal un concours de circonstances parce qu'en 2015, la dame pour qui je travaillais en 2014 a décidé qu'elle ne continuait pas. Et elle m'offrait sa clientèle. En février 2015, à quelque part, j'ai réfléchi un peu parce que je viens pas du domaine d'entrepreneuriat, mais pas du tout. Je connais, oui, mon métier d'horticulteur, ça, je n'avais pas de problème avec ça. Mais pour ce qui est de, disons, vendre ou d'avoir toutes sortes d'options, c'est chose, mais j'ai décidé tout simplement de plonger à ce moment-là. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai à perdre? Puis j'ai dit, je vais pouvoir... je dis à les rigolades que je vais pouvoir faire mes propres erreurs moi-même, puis c'est les employés qui vont me dire, c'est pas une bonne chose. Puis là, avez-vous pouvoir... eu de l'aide ou de l'encadrement du Centre d'aide aux entreprises ou de d'autres organismes pour vous aider un peu à vous structurer en tant qu'entrepreneur? Un petit peu, parce que je suis arrivé en 2015, il y a eu la chute du DCLD. Oui. Donc, je suis tombé directement dans la craque. Dans la craque. Et je suis passé par le mentorat qui m'ont référé au CAE. Puis M. Lazur m'a tout simplement référé à faire un cours de plan d'affaires pour me structurer, parce que j'avais pas C'était utile? trop. Ouais. Oui, ça m'a aidé à me structurer.
parce que je savais pas du tout. J'avais comme si j'avais quelque chose de même, puis j'étais comme, je sais pas quoi faire avec. Donc, ça m'a aidé à me structurer quand même, à savoir, à m'encadrer. Bon, oui, je fais de l'entretien, telle affaire, savoir ce que je fais, mes tarifs, puis tout un peu, c'était ces choses-là. Puis après ça, il y a le groupement travailleurs autonomes que je me suis intégré à eux tranquillement, dont une dame, là, Mme Goyette, qui m'a aidé, je dirais, plus d'un côté personnel, je dirais, moi, à essayer de m'encliner, si on veut, à l'entrepreneuriat, à apprendre ce genre de choses-là. Bon. Et puis là, ce matin, vous avez prononcé votre conférence devant les membres du regroupement, parce que vous êtes la personnalité du mois de mars 2019. Donc, qu'est-ce que vous leur avez dit ce matin? Ah, bien, j'avais préparé un beau petit PowerPoint et tout, avec le petit micro, là. Et puis, ben, j'ai expliqué un peu qui j'étais, un peu où c'est que je suis né, puis mon cheminement un peu comme tel. Il y avait aussi, comme c'est un métier, j'appelle ça un métier de photo, un métier d'image. Donc, c'est important pour moi, le PowerPoint, de montrer un peu ce que je faisais, ce que j'ai fait, en fait. Puis aussi un peu les tendances, un peu à quoi ça sert l'horticulture aussi. Souvent, on a tendance à dire, bien là, c'est un produit de luxe, etc. Puis, ben, c'est pas juste ça, il y a quand même un bien-être. Je vous relance là-dessus, dans le fond. C'est quoi que vous faites? C'est quoi les tendances? Bien, moi, de mon côté, je fais de l'entretien paysager, aussi de l'aménagement paysager. Par contre, je touche pas au béton. J'ai su rapidement que c'était pas... j'aime pas vraiment ça. Moi, c'est vraiment les plantes, les voir grandir, j'adore ça. Je trippe. J'ai d'ailleurs mes semis qui sont partis d'ailleurs, qui m'attendent là, à peu près ça d'eau. Là. Donc, je m'en pars quasiment tous les ans. Mais les tendances, on a des tendances un peu à l'épurer comme telles, les lignes droites où on met une plante, et puis un peu comme ils ont fait au hall de Saint-Jean. Il y a 2-3 plantes, puis beaucoup de béton. Aussi, d'attirer les oiseaux, les papillons. Ça commence de plus en plus à revenir, je vous dirais. C'est pour ça que j'ai appelé ça des tendances, parce que c'est des tendances, ça revient par des cycles comme tel. Puis les jardins communautaires aussi, tout ce qui est jardin un peu surélevé, est quand même... je le vois par Guyon, là, je travaille un peu à temps partagé là-dessus. Puis le côté potager, le côté alimentaire est très, très important. Et ça, vous pouvez donner un coup de main là-dessus aussi, là? Tout. OK. Sans problème. Parce que, bon, il y a des gens qui ont en fait, il y a deux choses. Moi, je dis dans la vie, si on n'a pas de temps et ou de talent, bien, on appelle des gens comme vous, là. Parce qu'il y a des gens qui, parfois, ont le talent de faire des trucs ou ont le temps de faire des trucs, tu sais. Bien, des fois, parce que tu veux quand même avoir un entretien qui a de l'allure, tu sais, as une belle maison, tout ça, bien, des fois, tu n'as pas toujours le temps de t'en occuper ou tu n'as pas toujours le talent de t'en occuper. Moi, dans les deux cas, c'est les deux. Je n'ai pas de temps, je n'ai pas de talent. Mais donc... C'est encore drôle. C'est encore drôle. OK, ça se développe? Ah, bien, je vous dirais, j'ai une dame, moi, puis elle a commencé tranquillement, depuis 1 an ou 2, à faire des petits trucs des fois avec moi. Puis elle se dit tout le temps qu'elle n'est pas bonne, mais je montre calmement des choses comme ça. Je veux dire, elle veut faire mais j'aimerais ça en prendre un petit peu ça, comment le faire, tu sais. Puis, pas trop avec moi, je vais vous montrer un peu comment ça marche. Donc, je dirais que c'est à la fois pas si compliqué et compliqué, là, mais disons sommairement, c'est pas si compliqué qu'on pourrait le penser. D'ailleurs, il y a Larry Hodgson qui a fait la majorité de sa carrière sur le jardinier paresseux. D'une certaine manière, il n'y a pas tort. Je ne suis pas paresseux, mais disons, des fois, on se casse la tête pour des choses que... Pour monsieur, madame, tout le monde, je veux dire, un entretien paysagiste, un entretien là, ou un aménagement paysager, je veux dire, ça consiste en quoi? Je veux dire, on vient une fois puis on ne vient jamais, ou on y va 4 fois par année? Ou ça peut ressembler à quoi? Bon, quelqu'un qui dit là, je sais pas, moi, je veux mettre un gros investissement puis me faire un nouvel aménagement, mais après ça, il faut l'entretenir aussi. Donc, ça joue de quoi à quoi, ça? Je vous dirais que le spectre est quand même assez large dans votre question. Dans l'entretien, j'en ai qui sont à contrat. Il y en a que je vais 1 fois par mois. Il y en a que j'y vais quasiment sur appel. Il y en a que j'ai juste ouverture, fermeture. Ça, c'est le volet vite fait, là, je dirais, de côté entretien. L'aménagement, souvent, c'est des one-shots. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir l'entretien après, parce qu'il y en a quand même qui veulent prendre... non, je vais avoir un bel aménagement, puis je vais vous faire entretenir. Des fois, ça ne fonctionne pas. Il manque de temps.
ou des choses comme ça. Fait que là, j'interviens et tout. Il y a les connaissances aussi, parce que parfois on dit, bon, ben là, telle plante pour la fermeture de la saison, est-ce que je les coupe? Je les coupe pas, je les coupe à moitié, j'enlève la tête, je les abrille. Il y a ça aussi, ça prend un minimum de connaissances pour pouvoir... Je dirais que dans mon cas, ça vient tout seul. Oui, évidemment, parce que vous êtes l'expert, mais pour monsieur, madame, tout le monde, des fois, c'est un peu ça, la complexité. On se fait un bel aménagement paysagiste, puis là, après ça, on se dit, OK, mais là, attends une minute, c'est quoi qu'il faut que je fasse pour cet arbre-là? Le gars m'a laissé une liste, là, tu regardes la liste, tu dis, ouais, je comprends plus rien. Moi, je laisse tout le temps le email ouvert OK. dans le sens, tu sais, des fois qu'il y a des questionnements, des choses comme ça. J'essaie de les encadrer au moins par leurs questionnements. Par exemple, si je fais un aménagement, je les dans la présentation du plan. J'essaie de les accompagner au fur et à mesure pour le questionnement. Oui, mais là, telle affaire. Souvent, les gens ont le réflexe de dire l'entretien minimum. Ouais. Je dirais qu'en général, c'est de l'entretien minimum. C'est juste si on choisit des petites plantes comme des hibiscus là, qui sont fancy un peu, puis que là, on ne sait pas trop s'ils reviennent, puis là, gna gna gna. Mais en général, on peut y aller en moyenne, dire, bien là, les feuilles sont fanées, on enlève. Il y a comme des réflexes conditionnés. Mais je vous dirais, ça prend quand même assez bien comme tel, même monsieur, madame, tout le monde. Si j'ai une tante de 89 ans qui fait son jardin encore, qui est toujours encore impressionnée, puis elle dit « Mon Dieu, je pensais pas que je... » Puis qui fait encore des concombres à la majorité, puis que là, après, tu le tas. D'une certaine manière, c'est accessible pour tout le monde, mais ça ne veut pas dire que tout le monde a l'idée, la passion, l'intérêt de le faire, par exemple. Alors, Guillaume Jutras, des paysages. Guillaume, merci beaucoup. Puis bonne chance, puis bonne saison. Là, ça recommence bientôt. Là. Oui, là, il y a de la neige un peu, mais Ouais, ça s'en vient. ça va fondre. Oui, mois d'avril. Là. Ça s'en vient. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Encore quelques jours pour acheter vos billets pour la conférence de Laurent Duvernay-Tardif devant la Chambre de commerce et de l'industrie du Richelieu. Vous avez les informations à l'écran. Chaque semaine, des extraits des travaux du Conseil et ne manquez surtout pas le Télébingo, toujours le dimanche matin. C'est à 9h30 avec 4 000 $ en prix. À demain. Bye-bye.